Guy Mettan, bonjour. Bonjour. Je suis très ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie de votre immersive. Avant, j'ai envie de dire à nos abonnés, à nos auditeurs, que hier, en fin d'émission, surtout, lors de la première partie, j'entends, il y a eu un petit peu de bruit, mais vraiment, on s'excuse pour le désagrément et c'était indépendant de nos deux volontés à Bruxelles et à Genève. Guy Mettan, je rappelle rapidement que vous êtes député genevois, journaliste et écrivain. Vous siégez en indépendant au Parlement genevois après avoir quitté le PDC, le Parti démocrate chrétien. Vous rejoignez les rangs de l'UDC dernièrement, hein, en novembre 2022, un parti plutôt conservateur de droite, et vous avez l'intention de vous présenter aux élections cantonales d'avril 2023, d'après ce que vous m'avez dit hier en vous présentant vous-même. Vous êtes journaliste, donc je le disais, ancien rédacteur en chef de la Tribune de Genève, mais vous êtes aussi écrivain. Votre dernier livre, on en a parlé un petit peu hier lors de la première partie, il s'intitule La tyrannie du bien, dictionnaire de la pensée incorrecte. Vous avez d'autres livres, notamment deux autres, notamment, je ne sais pas si vous les avez sous la main, comme ça vous pouvez les montrer physiquement, comme ça on peut Alors, les mémoriser un peu mieux. oui, Allez-y, faites. Hein. alors d'accord, mais il faut que je. Ce sera difficile, en fait, ils sont en bas. Ah, ben, c'est pas grave. Oui, oui. Ils C'est sont pas dans grave. l'autre étage. Voilà, je ne les ai pas pris avec moi ce matin. Ouais. Très bien, comme ça on voit bien qu'on est très spontané à l'immersif. Le deuxième livre, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne. Et The Last but not the least, Le continent perdu, plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine. Le titre d'ailleurs de ce livre, peut-être c'est ça qui vous a emmené à aller chez le parti actuel qui est plus souverainiste, je pense, non? Oui, enfin, c'est une longue évolution. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je suis toujours très pro-européen. Hein. L'UDC, mon nouveau parti, ne l'est pas forcément autant que moi, mais d'ailleurs, j'ai milité pour une adhésion de la Suisse à l'Union européenne, mais ça, c'était au début des années 90, au moment où Jacques Delors était président de la Commission. C'est-à-dire qu'à cette époque, on avait affaire à une autre Europe, une Europe complètement différente, une Europe qui militait pour la paix et non pas pour la guerre. Mais depuis lors, la composition de la commission a complètement changé, puisqu'on a vu que tous les présidents de commission et la dernière présidente sont plutôt des affairistes que des vrais politiques soucieux du bien-être des populations européennes, puisqu'ils sont tous liés, soit comme l'était Juncker, au secret bancaire luxembourgeois, Madame von der Leyen qui est proche des milieux pharmaceutiques, comme on a pu le voir pendant la crise du Covid. Donc voilà, la nature de l'Union européenne a beaucoup changé depuis son expansion durant ces 30 dernières années. Et personnellement, je ne me reconnais plus du tout dans cette forme d'Europe-là. Elle a adopté tous les, je dirais, tous les clichés, tous les stéréotypes néolibéraux pour appliquer justement une doctrine économique complètement, je dirais, un fanatisme néolibéral qui tient plus compte des intérêts sociaux, des intérêts humains des populations européennes. Pourquoi je me suis distancé de cette Europe-là peu à peu durant ces dernières décades. On a promis hier de parler de la neutralité de votre beau pays qui est la Suisse. La définition, en fait, d'un pays neutre, c'est lorsque, dans une guerre, il ne prend pas parti. La Suisse a même obtenu que le droit des États à la neutralité soit reconnu par l'acte final de la CSCE en 75, qui va devenir l'organisme qu'on connaît aujourd'hui, l'OSCE, qui prend part avec l'aide et grâce à la Suisse à des actions de promotion
de la paix. Je rappelle aussi qu'en 1990, la Suisse s'est associée aux sanctions économiques à l'encontre de l'Irak. Elle les trouvait compatibles avec la neutralité. En 1995, elle s'est associée aux sanctions à l'encontre de la Libye, de Haïti, pardon, de la Yougoslavie aussi. Elle va même autoriser le transit de personnel militaire et de matériel de l'IFOR, hein, SFOR, pour la Bosnie, rappelez-vous. En 1999, la Suisse a rejeté la demande de l'OTAN pour le survol de son territoire. L'OTAN était intervenue sans mandat de l'ONU en Yougoslavie. On va aller un peu dans le temps. En 2001, le fameux 11 septembre 2001, hein, je ne sais pas si elle avait adhéré ou pas. En 2002, elle adhère à l'ONU. Elle ne doit pas entraver les sanctions militaires. Et je rappelle que l'ONU est le seul pays d'ailleurs qui, dans le peuple, a fait adhérer le pays à l'ONU. Donc, c'était suite certainement à ce que vous utilisez comme outil le plus souvent en Suisse, c'est-à-dire le référendum. Je me rappelle aussi de la guerre en Irak en 2003. Et là, il n'y avait pas de mandat de l'ONU aussi, la coalition qui a attaqué l'Irak. Je ne sais pas quelle position avait prise la Suisse. Et je ne sais pas, je ne sais pas. Je pense qu'un jour, je referai une autre immersive avec notre ami, le docteur Gabriel Gallis, qui est le président du GIPRI, hein, cet institut de recherche pour la paix. Il va aussi donner son analyse. Mais j'aimerais vous entendre, vous le Suisse, vous le journaliste, vous l'homme politique et vous l'écrivain, sur ce qu'est cette neutralité remise en cause. Et je rappelle, hier, vous m'aviez dit quelque chose qui résonne encore dans ma tête, qu'en 48 heures, le Conseil fédéral suisse a bradé 2 siècles de sa neutralité sous le coup de l'émotion, vous avez dit. Vous êtes sûr que c'est sous le coup de l'émotion, c'est pas sous le coup de la pression? Oui, oui, oui. Non, les deux, je pense que c'est sous le coup de l'émotion, puisque tout le monde avait été choqué par le déclenchement de cette opération militaire au cœur même, enfin, à la périphérie de l'Europe, mais sur le territoire européen, mais évidemment sous la pression des États-Unis et de l'Union européenne, et notamment la pression économique et sur les banques suisses. Vous savez que les banques suisses jouent un rôle capital, enfin, très important en Suisse, et que les États-Unis avaient un moyen de pression évident, puisque ces banques suisses sont très internationalisées et travaillent notamment en dollars et en euros. Donc, elles n'auraient plus pu travailler avec le dollar si elles avaient refusé, au fond, les sanctions américaines. Alors, vous avez bien résumé disons, l'histoire récente de la neutralité suisse en donnant des exemples. Mais je pense que pour bien comprendre les choses, il faut remonter encore plus loin dans le temps. Comme je l'ai évoqué hier, je l'ai rappelé hier, on peut, disons, fixer le début de la neutralité moderne. La neutralité, disons, plus ancienne remonte au traité de Westphalie, à la guerre de 30 ans, XVIIe siècle. Mais la neutralité moderne suisse est née au Congrès de Vienne en 1815, Congrès de Vienne qui avait donc mis fin aux guerres napoléoniennes et établi un nouvel ordre européen pacifique, on va dire, de concertation entre les grandes puissances européennes, lesquelles avaient garanti l'existence, elles avaient d'ailleurs insisté, confirmé cette neutralité suisse, parce que c'était dans leur intérêt que le petit pays qui se trouvait au cœur du continent européen, entre elles, entre la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Empire austro-hongrois, ce pays soit neutre. Et la Suisse a tiré parti de cette neutralité. Elle s'est construite là autour, à la fois sur le plan d'identité nationale, mais aussi de sa politique étrangère, en devenant cette puissance, cette petite
puissance, disons-le comme ça, appelons-la comme ça, qui était capable d'être un lieu de paix, un lieu de négociation sur le territoire duquel les puissances extérieures pouvaient négocier. C'est si vrai qu'elles l'ont fait pendant toute la durée du XIXe siècle, où la Suisse a été notamment à l'origine de la création des ONG. La première grande ONG est la Croix-Rouge, hein, c'est elle qui a donné au fond l'impulsion à ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile et les ONG et les organisations internationales d'ailleurs, qui n'existaient pas avant la création du Comité international de la Croix-Rouge en 1864. Et donc la Suisse a tiré parti de cette neutralité en devenant un territoire d'accueil. C'est elle qui a accueilli le sommet des Quatre Grands en 1955, qui pour la première fois au cœur de la guerre froide a permis à l'Union soviétique, à la Grande-Bretagne, la France et aux États-Unis de se rencontrer. Khrouchtchev était là avec le président Eisenhower, le Premier ministre britannique, Edgar Faure pour la France. Et c'est aussi, ça s'est poursuivi. Je m'excuse d'être un peu long, mais je crois que ça permet de bien comprendre ce rôle essentiel de la neutralité. C'est à Genève qu'a eu lieu la première rencontre entre Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev en 1985. Et c'est encore à Genève que l'année dernière, le 16 juin 2021, le président Biden a rencontré le président Poutine. Et c'est au fond toute cette tradition qui a été, on va dire, sabordée avec le renoncement de la Suisse en février cette année à rester neutre, à être un territoire intégralement neutre et reconnu comme neutre par l'ensemble des nations dans le monde. Alors, elle est encore reconnue par neutre, mais uniquement par les pays de l'OTAN, mais plus par les autres pays. Donc, ça pose évidemment un énorme problème pour la Suisse, mais à mon avis aussi perte pour le monde qui ne peut plus profiter de cette plateforme suisse pour organiser des rencontres, en tout cas plus comme elle l'avait fait jusqu'à maintenant. Donc il s'agit quand même d'un tournant assez important. Mm-hmm. Allez-y, poursuivez, Oui. on a le temps. Moi, je veux comprendre pourquoi la Suisse a été amenée à se débarrasser, entre guillemets, de ce qui... Alors la neutralité, évidemment, elle est inscrite dans la Constitution suisse. Il y a 2 articles, je crois, qui en parlent, l'article 114 en tout cas. Et donc elle fait partie intégrante de l'ordre juridique constitutionnel suisse. Et évidemment, elle fait partie aussi, comme je l'ai dit, de l'identité profonde du peuple suisse. D'ailleurs, un sondage a été réalisé récemment, au mois de novembre, qui a auprès de la population suisse pour voir comment elle jugeait sa neutralité, la neutralité. Et il apparaît qu'au début du conflit, donc au tout début mars, lorsqu'a été réalisé le premier sondage, les Suisses étaient à 50-50. Le gouvernement, lui, avait déjà bradé la neutralité, mais il y avait 50% des Suisses qui trouvaient qu'au fond, c'était une bonne idée, qu'il fallait adopter les sanctions américaines et européennes, et puis 50% qui estimaient qu'il valait mieux pas le faire, justement parce que ça mettait en cause la neutralité. Eh bien, au début novembre de cette année, donc 7 mois après le début du conflit, cette majorité hostile à la reprise des sanctions, donc favorable à la neutralité, a grimpé à 64%. Donc ça veut dire qu'il y a une profonde différence entre ce que fait notre gouvernement et l'état d'esprit de la population qui, elle, désavoue au fond ce sabordage de la neutralité, la reprise, les yeux fermés, aveuglément, comme un petit caniche obéissant des sanctions contre la Russie par la Suisse. Ça, c'est quand même un élément aussi intéressant. Il y a une initiative populaire qui vient d'être lancée pour préserver justement l'état intégral de la neutralité. Pourquoi? Parce que maintenant, tout est remis en question et
les juristes, les jésuites, on va dire, qu'évidemment, que vous prenez un juriste, vous trouvez toujours des juristes pour vous dire que livrer des armes, par exemple, les Allemands réclamaient des obus fabriqués en Suisse pour les livrer à l'Ukraine. Le Conseil fédéral a heureusement, disons, interdit cette exportation, mais vous avez nombre de juristes universitaires, de professeurs d'université qui vous viennent vous expliquer la bouche en cœur que non, non, il ne s'agit pas du tout de violation de la neutralité, alors qu'il s'agit en effet d'une violation crasse. Vous avez toujours des juristes pour vous expliquer en tordant le droit qu'en fait, vous pouvez faire n'importe quoi, ce que vous voulez, au fond, peu importe la loi. Donc ces gens-là, qui n'ont aucune, évidemment, conscience professionnelle, sont capables de vous expliquer tout et son contraire. Mais ce type d'oxymore, on le retrouve partout maintenant dans le discours. Hier, on évoquait les effets néfastes disons, du langage, de ce que j'appelais la soft law, comment manipuler les mots. Quand vous avez la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, qui explique qu'il faut donner des armes à l'Ukraine pour sauver des vies, je ne sais pas si on a réfléchi au sens même de cette expression. C'est un oxymore absolu. Comment on peut donner des armes pour sauver des vies, sachant que les armes sont faites pour tuer? Donc il y a une contradiction dans les termes, mais sur laquelle on passe comme ça, comme si c'était naturel, alors que c'est complètement incompatible avec la logique et le bon sens même. Donc vis-à-vis de la neutralité suisse, vous avez en Suisse des gens qui prétendent que livrer des obus à l'Ukraine, ça ne pose pas de problème, alors même qu'il s'agit d'une violation expresse, puisque tout ce que disons, la première obligation que vous impose la neutralité, c'est justement pas, de ne pas livrer des armes à une partie en guerre, à un pays en guerre, quelle que soit la situation de ce pays, quoi qu'on pense de ce pays, qu'on pense que ce soit un pays excellentissime, la quintessence de la démocratie européenne comme l'Ukraine, ou que ce soit l'empire du mal absolu comme la Russie, nous disons peu importe, du moment qu'un pays est en guerre, la neutralité interdit formellement de lui livrer des armes, même si sa guerre peut être justifiée au nom du droit international, ce que la guerre en Ukraine, contrairement à ce que prétendent les Européens, n'est pas. Elle n'est pas, on n'est pas dans un, comme je l'ai dit, dans une situation où tout est blanc, tout est noir, où il n'y a que des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. On peut y en venir si vous le souhaitez. Donc le débat en Suisse sur la neutralité est engagé, va continuer à s'engager suite au lancement de cette initiative, parce que cette initiative aboutira. Il faut 18 mois pour réunir 100 000 signatures, ce qui ne sera pas un problème, et qu'après ça, il faudra soumettre à l'ensemble du peuple suisse le texte à l'ensemble du peuple suisse qui, lui, va se déterminer pour voir si elle tient, la population suisse tient justement à une pratique intégrale de la neutralité ou alors à une pratique flexible, comme le préconise notre gouvernement actuel, pratique flexible qui équivaut dans les faits à un abandon de la dite neutralité. Donc voilà où nous en sommes en ce moment. Voilà aussi un peu les antécédents historiques. Peut-être encore rappeler, dans les exemples que vous avez donnés, que la Suisse a effectivement autorisé, adopté la reprise de sanctions par le passé. Vous avez cité le cas de la guerre de 1995, deux autres cas. Mais pourquoi? Parce que ces sanctions faisaient partie du droit international dans la mesure où elles avaient été adoptées par les Nations Unies. Du moment que c'est adopté par les Nations Unies, ça devient une règle de droit international et la Suisse ayant signé des accords, elle se soumet au droit international. C'est pour ça qu'elle avait repris ces sanctions. Mais dans le cas de la guerre d'Irak, elle ne l'avait pas fait. D'ailleurs, elle avait interdit aux avions de l'OTAN de survoler le pays. Elle avait interdit, je me souviens aussi, aux avions de la CIA de transporter les prisonniers de guerre, les prisonniers
illégaux d'ailleurs, qu'elle avait illégalement incarcérés à Guantanamo ou dans des prisons secrètes en Pologne, comme ça a été établi d'ailleurs par le Conseil de l'Europe en son temps. Donc tout ça, la Suisse appliquait les sanctions devenues droit international, mais pas les autres. Mais justement, dans le cas de figure qui nous intéresse, celui du mois de février dernier, donc elle a repris des sanctions qui ne font pas partie du droit international, parce que ce sont des sanctions purement occidentales, mais qui ne sont pas entrées dans le droit international. Et c'est pour ça que ça constitue encore une violation supplémentaire du droit international, puisqu'elles ne sont pas justement partie, ces sanctions-là, du droit international. Et c'est personnellement, évidemment, ce qui m'inquiète et ce qui inquiète une bonne partie de la population suisse au plus haut point. Voilà ce que je pouvais dire sur cette problématique de la neutralité suisse. Pour revenir à l'adhésion de la Suisse à l'ONU en 2002, elle est entrée, elle a adhéré, mais avec des conditions, notamment qu'elle ne devait pas entraver les sanctions militaires. Et là aussi, c'est pas un autre type d'eximore. Non, non, elle est entrée, disons, à l'ONU. Premièrement, ça a été une longue étape, hein, l'adhésion de la Suisse à l'ONU, parce qu'il y avait déjà eu une première votation populaire en 1986, et à cette époque, la Suisse avait refusé d'adhérer aux Nations Unies. Elle l'a accepté en 2002, parce que les circonstances aussi avaient changé, la guerre froide était terminée, enfin, croyait-on, pensait qu'elle serait terminée alors qu'elle vient de recommencer sous une autre forme. Mais bref, donc on y a adhéré, mais justement en acceptant de se soumettre au droit international, ce qui est logique. Et donc, à partir de ce moment-là, comme je l'ai dit, on appliquait les sanctions lorsqu'elles étaient partie intégrante du droit international. Mais les sanctions actuellement prises par l'Occident, les pays occidentaux contre la Russie, ne font pas partie du droit international. Et c'est ça qui, évidemment, pose problème et qui, à mon avis, illustre le fait que la Suisse a cédé à des pressions américaines notamment et de Bruxelles en particulier aujourd'hui de façon, à mon avis, abusive, sachant aussi, par exemple, que la Suisse, pendant la Deuxième Guerre mondiale, elle était complètement entourée par les armées nazies, l'Allemagne nazie ou l'Italie fasciste, quand la France a été occupée aussi, donc la Suisse était complètement cernée par les armées allemandes et la Suisse n'a pas craqué. Elle a commis, on va dire, des entorses à la neutralité en commerçant, etc. Mais disons, sur le plan formel, elle a toujours appliqué ou fait semblant, après on peut toujours discuter, mais d'appliquer la règle de droit imposée par la neutralité. C'est la première fois dans son histoire qu'elle, au fond, bafoue consciemment ces règles. Et c'est ça, évidemment, qui pose problème. Alors même que la situation militaire ne l'imposait pas. La Suisse n'est pas en guerre avec la Russie, il n'y a pas de pays belligérants à nos frontières, il n'y avait aucune nécessité, on va dire, vitale ou de survie du pays à reprendre ces sanctions occidentales, mais c'était évidemment une manière commode justement de préserver l'intérêt de nos banques, l'intérêt de certaines parties de nos industries que de céder à ces pressions européennes et américaines. Donnez-nous d'autres détails. Qu'est-ce qui fait que cette fois-ci, pour le coup, la Suisse a complètement abandonné sa neutralité? D'aucuns vous diront non, c'est pas tout à fait ça. Bon, je ne peux pas vous en dire plus, je viens de tout expliquer, là je suis désolé, mais je viens de vous donner toutes les raisons qui en fait, j'avoue que j'en ai sur la neutralité et ce qui a conduit à cet abandon, je ne peux pas vous dire plus que ce que je viens de dire. C'est juste les exactes raisons qui ont conduit à cet abandon. Pression économique et pression politique. Ça n'est pas c'est pas un non-retour. Hein. Vous avez parlé de cette belle initiative qui nécessite 100 000 signatures. Oui, si cette initiative est acceptée par le peuple, ce qu'on verra d'ici 2 ou 3 ans, parce que ça prend toujours un certain temps,
pour que telle initiative soit soumise au peuple. Il y aura peut-être un contre-projet des chambres fédérales qui proposera un autre texte. On verra bien. Alors, si cette initiative est acceptée par le peuple, eh bien à ce moment-là, notre gouvernement, le Conseil fédéral, sera obligé de revenir à une définition stricte, on va dire pure et dure, de la neutralité et ne pourra plus, comme il l'a fait maintenant, prétendre qu'il s'agit d'une neutralité flexible ou comme on l'a appelé, notre ministre des Affaires étrangères l'a appelé la neutralité coopérative. Comme il n'osait pas dire qu'il avait saboté la neutralité, il a dit oui, nous passons à une forme de neutralité coopérative. Ça veut dire coopérative avec l'OTAN en l'occurrence, mais avec personne d'autre. Donc voilà, c'est aussi un jeu de vocabulaire, une manipulation des mots, toujours cette manipulation du langage qui permet de faire prendre des vessies pour des lanternes et au fond de d'essayer de tromper l'opinion publique, laquelle, comme je l'ai dit, n'a pas été tout à fait dupe de cette manipulation. Quel type de chantage a pu ou pourrait l'Union européenne exercer sur la Suisse? C'est un chantage économique, puisque la Suisse, comme vous le savez certainement, est en train de renégocier des accords bilatéraux, des accords d'échange économique avec l'Union européenne. Et comme l'Union européenne est notre partenaire commercial numéro un, il faut savoir que la Suisse exporte 1 franc sur 2, au fond, gagne sa vie à 50%, et gagne 1 franc sur 2 avec l'Union européenne. Donc elle est très dépendante économiquement de ces bonnes relations avec les membres de l'Union européenne, l'Allemagne en premier lieu, la France et l'Italie en second lieu, et le reste des autres pays européens ensuite. Donc c'est énorme, 50% de ces revenus qui proviennent de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle, on va dire, l'establishment, les milieux économiques, les milieux dirigeants sont si sensibles aux pressions. Si vous rajoutez en plus les États-Unis, la part de marché détenue par les États-Unis, et bien évidemment, ça devient très, très important. Et ça explique pourquoi la Suisse a cédé si rapidement à ces pressions. Et puis, effectivement, aussi des pressions politiques bon, qui sont des rapports de force. Comme vous l'avez dit, la Suisse et la Belgique sont des petits pays qui se sentent relativement vulnérables et qui sont donc assez facilement, qui peuvent être assez facilement contraints. Mais dans le cas de la Suisse, qui a toujours été un petit pays, ce qui est inexplicable, comme je l'ai rappelé, c'est qu'elle n'a pas cédé à Hitler, qui était beaucoup plus proche et beaucoup plus puissant que les Ukrainiens aujourd'hui ou que la Russie aujourd'hui, et qui, justement, on n'a pas cédé à cette époque-là, puis on cède aujourd'hui. Voilà, parce que je pense aussi que nous avons des gouvernants qui manquent de vision, qui manquent de courage, qui savent, à mon avis, qui défendent insuffisamment bien les principes fondateurs de leur ordre constitutionnel. Et ça, on le voit partout en Europe. C'est pas seulement et qui risquait d'avoir contre eux toute la communauté internationale. Je dis ça pour rire, oui, puisque j'ai beaucoup aimé hier quand vous avez dit que la communauté internationale est une arnaque. Non, pardon, mais c'est la même chose, une escroquerie, puisqu'elle elle prétend donc représenter le monde entier. Mais en fait, quand on regarde de très près avec une petite loupe, la communauté internationale, c'est un peu les pays de l'OTAN, en fait. Hein. Oui, ben, en tout cas, c'est un abus de langage. La communauté internationale, c'est un abus de langage, comme je l'ai dit hier, parce que, évidemment, cette communauté internationale dont les Occidentaux se gargarisent sont au fond limités strictement aux 50 pays occidentaux, qui veut dire qu'il y a 150 pays, donc l'essentiel de l'humanité, qui sont exclus de cette communauté internationale. Donc c'est un vrai abus de langage, c'est une vraie tromperie, effectivement. Alors, c'est peut-être pour ça qu'en 2009, d'autres pays de cette terre
ont décidé de créer ce qu'on appelle les BRICS. Et BRICS, c'est l'acronyme de Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Et comme je le disais, il a été créé en 2009. Il s'appelait BRIC au début, et puis il a été rejoint en 2011 par l'Afrique du Sud pour devenir donc les BRICS. Ce sont donc les grandes puissances émergentes. J'ai relevé quelques chiffres pour juste, avant de vous poser la question sur ce que vous pensez de cette nouvelle corporation. Le PIB des BRICS s'élevait en 2011 à 11 milliards 221 millions de dollars. En 2014, le PIB passe à 14 000 milliards à peu près de dollars. Il s'approche de celui, en 2014, il s'approchait déjà de celui de l'Union européenne, hein, avec la Grande-Bretagne dedans. Il n'y avait pas encore eu le BRICS, et bien sûr celui des États-Unis d'Amérique. Le président algérien, M. Abdelmadjid Tebboune, a indiqué en juillet 2022 que son pays envisage sérieusement d'adhérer au BRICS, et tout dernièrement, hein, le 7 novembre donc de cette année, l'Algérie a déposé une demande officielle pour rejoindre cette organisation. D'autres pays ont l'intention de candidater pour rejoindre les BRICS. Je pense au Nigeria, à l'Égypte, dans le continent africain, en Asie, l'Arabie saoudite, la Corée du Sud, la Turquie, l'Iran, l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, il y a le Mexique, sans doute aussi l'Argentine, je ne sais pas. Un autre chiffre, par exemple, les pays du BRICS représentent une population de 3,22 milliards d'habitants, soit 45% de population mondiale, contre 922 millions des pays de l'OTAN. Vous qui disiez tout à l'heure que la communauté internationale que vous décriviez, qu'on voulait vendre au reste du monde, représentait donc à peine un milliard d'habitants. Ouais. Le quart des BRICS d'aujourd'hui. Hein. Donc, essayons d'imaginer les BRICS dans quelques années. Et puis, si on considère aussi le poids de l'économie mondiale de ce BRICS, mon Dieu, qu'est-ce que ça sera? Que représente pour vous cette initiative, ces BRICS? Comment vous voyez le monde à court terme, à moyen terme? Oui, effectivement, vous avez bien décrit effectivement le processus d'éclosion et de création du mouvement des BRICS, incarné par ces 4 et maintenant 5 pays. Et je crois que c'est très important. Pourquoi? Parce que ça montre un basculement, ça confirme, on va dire, le basculement du monde qui sort de la sphère d'influence occidentale, et notamment américaine, et qui tente de s'émanciper en proposant des organisations internationales, des organisations de coopération internationale alternatives à celles que l'Occident, et notamment les États-Unis, voudraient imposer au reste du monde. Et vous l'avez bien dit, les BRICS ont commencé modestement, et maintenant, aux dernières nouvelles, eh bien, on va dire le chiffre d'affaires ou le produit intérieur brut des BRICS est en train d'égaler pratiquement celui du G7, celui des puissances occidentales les plus riches. Et donc, on voit déjà concrètement ce que ça représente. Ce qui est aussi nouveau, c'est qu'il n'y a pas seulement les BRICS qui sont une organisation importante et effective, mais qu'autour des BRICS se sont créées d'autres organisations, d'autres formes de coopération qui sont en train de se développer. Alors, comme vous l'avez dit, il y a toute une série de pays, l'Algérie, le Nigeria, le Mexique, l'Argentine, l'Arabie saoudite, etc.,
qui s'intéressent à l'Iran, qui s'intéressent à rejoindre les BRICS, mais vous avez aussi tous ces pays qui s'intéressent à rejoindre, par exemple, l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est une organisation plus liée à l'ensemble du continent eurasiatique, mais qui prend de plus en plus d'importance, comme on l'a vu lors de sa dernière réunion en Ouzbékistan, à Samarcande, cette année. C'était au mois de septembre dernier, d'ailleurs, où le président chinois Xi Jinping, c'était l'occasion de sa première sortie de Chine après le Covid, enfin depuis le Covid. Donc l'Organisation de coopération de Shanghai est très importante parce qu'il y a aussi toute une série d'initiatives économiques liées à ça. Par exemple, pour offrir une alternative au système de paiement SWIFT, pour offrir une alternative au dollar et à l'euro comme monnaie d'échange et monnaie de réserve internationale. Donc on voit peu à peu se mettre en place sur notre planète, se mettre en place pour des organisations alternatives à celles que l'Occident et les États-Unis ont mises en place en 1945 pour, au fond, régner ou établir leur emprise sur le monde. Là, je parle des organisations liées au traité de Washington, c'est-à-dire la Banque mondiale et le FMI. Essentiellement, le FMI, c'est le bras armé économique de l'Occident pour dominer le reste de l'économie mondiale. Parce qu'à travers ces prêts, elle force les pays qui bénéficient de ces prêts à répondre, à se soumettre aux règles imposées par le consensus de Washington, par les pays occidentaux. Et donc, l'émergence de ces nouvelles organisations est en train de montrer qu'on est en train de basculer dans un monde qui n'est plus unipolaire, qui n'est plus une hégémonie américaine, mais qui tend de plus en plus à vouloir devenir multipolaire. C'est d'ailleurs tout le sens de cette guerre en Ukraine. Si vous lisez, mais bon, personne ne veut les lire ici en Occident, parce qu'au fond, on ne veut absolument pas comprendre ce que pensent les autres pays du monde, ce que pensent les Indiens, les Chinois, les Africains. Ça n'intéresse absolument pas nos dirigeants et nos médias. Mais si on daignait s'y intéresser, on constaterait que justement, un des enjeux de cette guerre en Ukraine, pour ces pays-là, et c'est la raison pour laquelle ils n'ont pas adhéré au programme de sanctions occidentales contre la Russie, c'est parce que eux, on peut le dire, au fond, dans leur fort intérieur, ou secrètement, espèrent une victoire de la Russie contre l'Occident en Ukraine. Pourquoi? Parce que si la Russie devait perdre, eh bien, le prochain sur la liste sera la Chine. Il y aura une guerre avec la Chine, fatalement. Parce que si les Américains estiment nécessaire de faire une guerre par Ukrainiens interposés contre la Russie, ils trouveront un moyen de faire une guerre contre les Chinois par Taïwanais interposés. Ils trouveront bien un prétexte quelconque pour le faire. Parce que ça veut dire qu'ils refusent catégoriquement d'abandonner leur hégémonie, leur domination sur le monde. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Et les pays du Sud, ce qu'on appelle le Grand Sud ou le Global South en anglais, le Sud global, eh bien, eux n'approuvent absolument pas cette vision occidentale. Au fond, aimeraient se désoccidentaliser, aimeraient retrouver leur autonomie économique, leur indépendance politique, etc., parce qu'elles jugent absolument illégitime la manière dont l'Occident tend à imposer ses normes économiques à travers le néolibéralisme, le libre-échange, et tend à imposer son ordre politique par des coups d'État organisés, des changements de régime coordonnés, financés par des ONG, lesquels sont aussi financés par des gouvernements occidentaux. Donc c'est tout l'équilibre actuel du monde qui est remis en cause et avec aussi la création, comme je viens de le dire, d'organisations internationales qui ne sont pas en concurrence avec l'ONU, mais qui offrent des alternatives. En tout cas, qui sont en concurrence, par exemple,
avec le FMI, la Banque mondiale, l'OCDE, toutes ces organisations européennes, et qui essayent justement de s'imposer peu à peu sur la planète, parce que ces gens, si vous regardez l'état d'esprit des Africains, il se trouve que depuis le conflit en Ukraine, j'interviens souvent en Afrique, parce que les Africains, il y a la jeunesse africaine notamment, est très intéressée par ce qui se passe. Et au fond, on voit une espèce de rage en Afrique commencer à s'exprimer contre les anciennes puissances coloniales occidentales. Et alors, les États-Unis n'en faisaient pas partie, c'était surtout les Anglais, les Français, les Hollandais, c'était plutôt en Asie, mais aussi bon, partie les Allemands, etc. Mais on voit cette rage commencer à s'exprimer, notamment dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso, d'autres, mais ça s'étend à l'ensemble, peu à peu, à l'ensemble du monde africain qui, au fond, ne supporte plus cette volonté d'hégémonie, volonté violente, parce que volonté imposée souvent par des guerres, par des soutiens, par exemple, à des mouvements armés, comme le soutien qu'apporte le Rwanda qui est au fond le bras armé des États-Unis en Afrique, à des mouvements rebelles congolais au Congo pour agir contre le gouvernement de Kinshasa, le gouvernement légitime congolais, et semer le chaos dans la région de l'Est du Congo pour pouvoir mieux exploiter les ressources naturelles, le cobalt, le coltan, si nécessaire à la transition écologique chez nous. Et Donc, 6 millions de morts hein, dans le Congo, Kinshasa, absolument. sans que personne ne lève le petit doigt pour dire arrêtons. L'Union européenne, il y a quelques mois, il y a 2 mois, au mois de novembre, a donc fait don de 20 millions d'euros à l'armée rwandaise pour continuer de soutenir le groupe terroriste M23. Et puis, Exactement. paradoxalement, il a fallu que les États-Unis d'Amérique, pour leurs intérêts économiques, ont dit stop. Et Blinken a dû s'adresser pour la première fois directement à Paul Kagame pour lui dire stop. Et on le sait très bien, le groupe M23, c'est un groupe Tutsi qui va massacrer et tuer les soi-disant Hutus qui se sont sauvés, se cacher. Et puis bon, vous connaissez la chanson, c'est vrai, en évoquant l'Afrique, je sais que vous connaissez très bien cette région du monde, nous avons beaucoup de francophones qui suivent l'immersive, monsieur Mettan, et je sais que vous-même, vous avez été président, si je ne m'abuse, de la Chambre Suisse-Afrique. Vice-président, oui. Vice-président de la Chambre Suisse-Afrique, quelque chose dans, je ne sais pas si l'appellation. Je veux en venir à cette élite africaine qui veut dire non aujourd'hui au monde occidental, d'arrêter d'exploiter l'Afrique. Il y a une Suissesse chez vous qui s'appelle Nathalie Yamp. Elle est suisse et elle est suisse-ivoirienne, on va dire. Qu'est-ce que vous pensez de ces actions? Écoutez, personnellement, je ne la connais pas. Hein. Je ne la connais pas, donc ça m'est difficile de me prononcer sur elle et ce qu'elle fait. Bah, tant mieux. Enfin, vous m'apprenez au fond aujourd'hui son action. Bah, tant le mieux, fait que l'État français c'est un plaisir de connaître, de que savoir qu'il y a des Suisses ou des Suisseaux-ivoiriennes, vous m'avez dit. elle est moitié-moitié, oui. Oui, bah, très bien, qui reprennent le flambeau voilà, qui reprennent ce combat qui me paraît tout à fait légitime. Moi, il se trouve que j'ai un beau-frère, donc ma sœur a épousé à l'époque un réfugié du Libéria, lequel s'implique maintenant dans la politique de son pays d'origine à l'occasion des élections présidentielles qui auront lieu au Libéria l'année prochaine, mais qui lui aussi est donc libéraux, ou on va dire suisseau-libérien, qui a les 2 nationalités, lui aussi est très, 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 très critique vis-à-vis de la politique européenne en Afrique, et notamment de la dépendance dans laquelle l'Occident veut maintenir les Africains. Mais ce qu'on décrit là pour l'Afrique, ce phénomène-là, on le trouve aussi en Amérique latine.
l'Amérique latine, elle réagit un peu différemment aujourd'hui parce qu'elle vote à gauche. Les gouvernements de gauche qui sont issus des dernières élections, les dernières en date, c'était celle de Colombie, qui pour la première fois de son histoire a élu un président de gauche, eh bien, ces présidents de gauche arrivent au pouvoir justement parce qu'ils expriment euh, par des moyens politiques, on va dire, cette résistance à cette mainmise de l'Occident sur leur destin. Alors tant mieux, ça se fait de façon démocratique et on va dire pacifique, quoique ce qu'on est en train de voir au Pérou aujourd'hui, où il y a une espèce de coup d'État du Parlement qui lui est maîtrisé par les forces de l'oligarchie, on va dire les forces d'extrême droite qui ont réussi à contrecarrer l'action du président de gauche qui est aujourd'hui en prison, qui a été mis en prison. Donc, on voit que ça n'est pas du tout facile, mais enfin, au Mexique, maintenant au Brésil, en Colombie, en Argentine, au Chili, quoique le Chili soit encore un peu différent, on voit qu'il y a une réaction, une volonté d'indépendance, on va dire de plus grande indépendance du continent sud-américain vis-à-vis de cette mainmise occidentale. Voilà une autre forme, on va dire, de résistance ou d'auto-organisation qui cherche à s'affirmer sur la scène internationale. Mais l'Afrique, à mon avis, bon, elle est plus proche de nous géographiquement, aussi par les populations, puisqu'on a beaucoup d'immigrés qui viennent, immigrés qui sont d'ailleurs largement causés par la situation économique de l'Afrique, situation économique qui est due au fond aux méthodes d'exploitation que l'Occident impose à l'Afrique, puisqu'on refuse de payer les matières premières à leur juste prix, on refuse de créer une économie africaine indépendante, c'est-à-dire d'industrialiser l'Afrique. Vous pensez que le tiers des récoltes agricoles africaines sont perdues parce qu'il n'y a pas de moyens de conditionnement, il n'y a pas d'industrie de transformation sur place. Prenez l'exemple du coton, du cacao. Les paysans sont obligés de vendre leurs fèves de cacao à vil prix à des multinationales européennes qui, elles, les transforment dans leurs usines situées en Occident parce qu'on ne veut pas construire ces usines sur le continent africain pour pouvoir mieux maintenir le continent africain dans un état de dépendance. Donc tout ça est évidemment, on va dire, un scandale sur le plan de l'éthique, sur le plan, on va dire, de l'éthique, de l'éthique humaine, du comportement humain, mais on n'en parle jamais. On n'en parle évidemment jamais parce que ça détruit la bonne opinion que les Occidentaux se font d'eux-mêmes et ça détruit cette espèce de défense des valeurs démocratiques, droits de l'homme, etc., que l'Occident prétend apporter au reste du monde, alors qu'en réalité, eh bien, derrière ces belles paroles se cachent des pratiques économiques, politiques, disons, plutôt odieuses. Vous pensez que le franc CFA est encore C'est justifié? typiquement le franc CFA qui a été mis en place au moment de la décolonisation, est typiquement ce type d'instrument d'oppression économique que la France cherche à tout prix à conserver parce que ça lui donne du pouvoir économique sur ses anciennes colonies et ça, par là, ça donne aussi un pouvoir politique parce que ça maintient les élites africaines sous tutelle. Et c'est pas pour rien, si on revient au renversement de Kadhafi, ça n'est pas pour rien que Kadhafi a été renversé, de façon d'ailleurs totalement illégale légalement, puisque l'intervention en Libye en 2011 a été faite en extrapolant, en violant au fond l'esprit de la résolution des Nations Unies. Mais Kadhafi a été renversé parce que dans les mois qui précédaient ce renversement, d'abord, il était très écouté en Afrique, il était absolument haï chez nous, comme étant le suppôt aussi du mal, le dictateur le plus sanglant, enfin on nous l'a décrit sous les aspects les plus noirs, mais Kadhafi était admiré en Afrique.
Et c'est bien ce qui gênait les Européens, c'est bien ce qui gênait Sarkozy. On ne crachait pas sur son argent quand il servait à financer des élections ou autre chose, mais évidemment, quand il remettait en cause l'existence du franc CFA en disant aux Africains, maintenant, nous, Africains, nous devons créer notre propre monnaie, notre banque, une banque, on va dire, pas centrale africaine, mais une banque commune avec notre indépendance monétaire, et bien évidemment que c'était un discours que les Français ne pouvaient pas entendre et les Anglais, à travers le Commonwealth, qui est aussi un instrument de contrôle sur leur ancienne colonie, ne pouvaient pas non plus accepter. Et c'est une des raisons, à mon avis, majeures pour laquelle l'Occident est intervenu à renverser Kadhafi. Parce qu'on sait maintenant que, contrairement à ce qu'on a prétendu, Kadhafi ne massacrait pas sa population. Vous savez, on avait parlé lorsqu'il y avait eu des émeutes du printemps arabe que Kadhafi voulait commettre un génocide contre sa propre population avec une colonne de chars qui venait de Benghazi sur Tripoli pour massacrer les habitants. C'était complètement faux, c'était le même type de mensonge. C'était Mme Clinton notamment, qui à l'époque était secrétaire d'État américaine, qui avait propagé ce mensonge pour pouvoir justifier l'intervention. Mais c'était le même type de mensonge que les fausses armes de destruction massive de Saddam Hussein en 2003, qui ont servi à justifier la guerre américaine en Irak, la guerre d'agression américaine en Irak, sur laquelle personne n'a rien trouvé à redire, alors qu'on trouve que la guerre d'agression de la Russie en Ukraine serait insupportable. Mais quand c'est nous qui commettons des guerres d'agression, tout va bien. Quand c'est des gens qu'on n'aime pas, alors là, ça passe évidemment moins bien. Donc c'est toute cette duplicité qui est en cause et qu'au fond, le Sud global, les 80% de la population mondiale qui ne participent pas de cette domination occidentale, au fond, refusent de plus en plus d'accepter. Mhm. Guy Mitton, Monsieur Gaddafi, vous l'évoquiez, a été assassiné dans le cadre de ce qu'on a appelé les révolutions colorées ou le printemps arabe, surtout dans cette région du monde arabe, hein, Syrie, Libye, Tunisie, Égypte aussi. Vous y avez cru, vous, à ces printemps arabes ou à ces révolutions colorées? Pas trop. Bon, au début, j'ai trouvé effectivement, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, parce que comme tout le monde, ça avait commencé comme on va dire, des manifestations positives aussi en Tunisie, par, excusez-moi, un gouvernement qui était, on va dire, tyrannique hein, à l'époque, mais avec une économie, on va dire, qui fonctionnait. Mais j'ai quand même eu très vite des doutes notamment avec les événements de Syrie, parce que très vite en Syrie, on a vu déraper ce mouvement. Bon, peut-être qu'au tout début des manifestations, il y avait des revendications légitimes, puisque le gouvernement syrien, la famille Bachar, la famille El-Assad, on va dire, n'est pas une démocratie, évidemment. Est tout à fait autoritaire, voire plus. Et ça, je comprends tout à fait. Je comprends qu'on puisse critiquer. Mais tout de suite, très rapidement, on a vu que ces mouvements, et notamment en Syrie, n'étaient pas... On l'a vu après la répétition avec les événements de Maïdan en Ukraine. C'est-à-dire que ce qui commence par des manifestations pacifiques, on va dire légitimes pour une raison ou pour une autre, se transforme rapidement en volonté de coup d'État et de renversement du régime avec le soutien des pays occidentaux, le financement des pays occidentaux qui veulent renverser des régimes qui ne leur conviennent pas, et qu'à partir de là, ça n'est plus un mouvement populaire légitime, mais ça devient une tentative de coup d'État masqué. Et c'est là que ça devient gênant. Parce que ça veut dire que c'est plus les populations de ces pays-là qui prennent en main leur destin, qui contrôlent leur destin, hein, même en luttant contre leur gouvernement, pourquoi pas, ça peut exister, mais ça devient l'interférence de puissances extérieures qui saisissent
par opportunisme une situation pour intervenir et au fond s'immiscer de façon totalement illégale et illégitime dans les affaires d'un autre pays. Et c'est ça c'est justement, ça se transforme en révolution colorée. Comme on sait, les révolutions colorées ont toutes été fomentées par les services secrets, par des ONG financées par l'Occident, avec l'aide d'ONG subventionnées par l'Occident, pour leur donner ce vernis démocratique, de droits de l'homiste, etc., qu'on prétend défendre. Alors qu'en réalité, il s'agit purement et simplement de liquider des gouvernements de pays qui ne nous conviennent pas parce qu'ils font obstacle à notre volonté d'hégémonie et notre volonté de contrôle total de leurs économies pétrolières ou de transit gazier, peu importe, que contrecarre notre volonté de domination. Et c'est ça qui ne convient pas, c'est une violation crasse du droit international, de l'esprit du droit, de la coopération entre pays pacifiques, entre pays, voilà. Et malheureusement, on va dire, le printemps arabe s'est rapidement transformé, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il a échoué, c'est pour ça qu'il a pratiquement partout échoué, même en Tunisie, maintenant on voit l'émergence d'une nouvelle forme de dictature, donc ça a lamentablement échoué, à mon avis, aussi à cause de cette ingérence extérieure. Si on avait laissé les gens régler leurs problèmes à l'interne, probablement que ça serait passé autrement. De la même manière que si on avait laissé les Ukrainiens régler leurs problèmes entre eux, sans ingérence américaine, notamment pendant le février 2014 à Maïdan, ça serait passé beaucoup mieux. Très bien, vous avez évoqué des ONG, des pays qui financent ou cofinancent des élites ou des projets médiatiques, surtout hein, dans les pays arabes, dans les pays d'Afrique. Parmi les plus connus, il y a le NED, the National Endowment for Democracy. Donc, c'est le Fonds national pour la démocratie, qui est un fonds sous la coupe de la CIA et c'est un fonds américain. En France, il y a le CFI, qui est une agence de développement en faveur des médias. Récemment, justement, en Algérie, le CFI et le NED finançaient une radio qui s'appelait Radio M, qui émettait qui avait de véritables moyens hein, techniques, des locaux à Alger. Et quand vous écoutez cette radio, qui est en français d'ailleurs, donc francophone, vous sentez très bien elle est vraiment orientée. Et je voulais juste votre réaction à chaud, parce qu'il y a 2 jours, son directeur a été arrêté et la radio a été mise sous scellé par les autorités algériennes, justement parce que après une très longue enquête, il s'est avéré que cette radio percevait de l'argent de pays étrangers. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Est-ce qu'on va dire d'emblée, ah ouais, c'est la dictature, ou alors non, c'est un pays qui résiste et qui veut sa démocratie de l'intérieur de son sein? Ben oui, c'est tout le problème, effectivement, de, de cette duplicité qu'on évoquait, qui consiste à avancer masqué, toujours en prétendant défendre la démocratie et les droits de l'homme, alors qu'en réalité, on fait le contraire. Et qu'est-ce qui se passe là? Vous avez tout à fait raison de citer cet exemple. Ça, la volonté d'hégémonie et de renversement de gouvernements jugés hostiles passe toujours en premier lieu par les médias, c'est-à-dire par la mainmise d'éléments pro-occidentaux sur les médias du pays en question. C'est le premier angle d'attaque et via les ONG. Parce que les ONG ont toujours passent toujours comme étant l'incarnation du camp du bien. Les ONG dispensent le bien, elles aident, elles sont bienveillantes, elles distribuent de l'argent aux pauvres, aux nécessiteux, aux vulnérables, aux gens soucieux des droits de l'homme. Bref, elles sont censées dispenser le bien par définition. Oui, sauf qu'en réalité, ça n'est pas le cas. En réalité, les ONG, moi je l'ai vu depuis 25 ans que je
pendant 25 ans, j'ai travaillé dans le cadre dans le périmètre des Nations Unies à Genève, où il y a une floraison incroyable d'ONG. J'ai vu ces ONG se transformer peu à peu en bras armés, en instruments de la politique occidentale, que ce soit des ONG de droits de l'homme, comme Human Rights Watch, qui est très lié aux néoconservateurs américains, au département d'État américain, et qui fait semblant de conserver une indépendance et une neutralité, une impartialité, mais qui en réalité, quand on l'observe de près, met en place l'agenda des États-Unis. Donc ça n'est plus des ONG indépendantes. Et la première partie de la stratégie consiste justement à mettre en place ces ONG dans ces pays-là pour pouvoir appliquer le programme politique de renversement graduel, peu à peu, en montant la société civile locale contre le gouvernement, contre l'indépendance nationale, etc., et en saisissant naturellement des médias. Et ça a très bien marché. À la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'au début des années 2000, ces révolutions oranges et cette mainmise sur les médias a fonctionné à merveille dans beaucoup de pays, soit en Serbie pour le renversement de Milosevic, au Kyrgyzstan, enfin partout, surtout en Géorgie, où il y a eu cette révolution orange en 2004 qui a installé un pro-occidental pouvoir, M. Saakashvili, qui ensuite a fait cette guerre contre la Russie en 2008, guerre qu'il a, hélas pour lui, perdue. On a vu aussi que ça a très bien marché en Ukraine en 2014. Mais du coup, ces pays se sont rendus de plus en plus, ont vu la menace, se sont rendus compte qu'en fait, ces ONG et ce soutien aux médias étaient complètement biaisés et au fond visaient à supprimer l'indépendance, leur indépendance nationale en s'en prenant à leur gouvernement. Alors, évidemment, ces gouvernements n'étant pas parfaits, étant souvent d'ailleurs aussi autoritaires, il y avait de bonnes raisons. Ça donnait une espèce de légitimité à ces... Je crois que vous agitez des papiers, hein, parce que j'entends aussi du bruit, mais ce n'est pas moi cette fois. C'est moi et je m'en excuse. J'étais en train de rechercher un bout de papier où j'ai noté les intitulés de vos 3 livres pour pas la de souci. conclusion. Et merci de me l'avoir dit. Voilà. Poursuivez, mais je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, comme Voilà. toujours. Je Oui, vous écoute. donc si je reprends le fil de mon raisonnement, on voit qu'effectivement, c'est une manière pour, pour les États-Unis et les pays européens d'accroître, de préserver leur domination, justement en s'emparant des leviers que sont les médias et la société civile dans ces pays. Et je dis heureusement, pour moi je dis heureusement, nombre de ces pays s'en sont rendus compte, les Chinois, la Chine, très rapidement, par exemple avec le Falun Gong, qui était à l'origine toléré, mais qui a été interdit quand on s'est rendu compte que le Falun Gong était un instrument financé par les... Donc c'est une secte bouddhiste qui était financée par les États-Unis via des ONG américaines d'inspiration religieuse. En Russie, la même chose. Les Russes sont aperçus qu'en réalité, des gens comme Navalny, qui aujourd'hui est en prison, que des organisations qui au départ étaient tout à fait sérieuses comme Mémorial qui a ouvert des bureaux en Europe, à Paris, aux États-Unis, alors qu'il s'agissait d'une ONG purement russe au départ. Pourquoi ouvrir des bureaux à Washington et à Paris alors qu'on travaille en Russie? C'est bien pour recevoir des fonds, des formations, etc. Donc, peu à peu, cette organisation qui a fait un excellent travail s'est transformée en agent de puissance extérieure. Et voilà, moi, je peux que regretter ce type d'évolution. Je peux que regretter que des ONG, au demeurant parfaitement légitimes et sérieuses, aient au fond prêté le flanc à ce type d'intervention. Il y a beaucoup on peut en citer beaucoup. Le German Marshall Fund, comme son nom l'indique, n'est pas tellement allemand, mais c'est plutôt un fonds américain qui sert aussi la fondation Carnegie. Enfin, il y en a des dizaines et des dizaines qui toutes, au fond,
avec des variations, des subtilités, des formes un peu différentes. Certaines sont plus critiques que d'autres, etc. Mais qui, au fond, font le jeu, sont au service de l'agenda politique de ceux qui les financent, à savoir des États-Unis d'abord et ensuite, en second lieu, des pays européens. Et ça, si on se met dans la peau des autres pays, si on se met dans la peau des Russes, des Chinois, des Indiens, des Africains, quand on se rend compte de ces manipulations, ben, ça devient de plus en plus insupportable. Et c'est là qu'on part. Ça devient, pardonnez-moi, ça devient des Nathalie Yamp, la Suisse-Ivoirienne, qui est une femme, comme je le disais, et je voulais vraiment avoir votre avis par rapport à elle singulièrement, puisque l'État français a pris la décision tout récemment de lui interdire de visiter et de séjourner en France en tant que citoyenne suisse. Écoutez, j'ignore totalement ce cas. Je vous l'ai dit, je ne peux pas vous en parler, j'ignore son cas, mais je peux que déplorer, en tout cas, si effectivement c'est ce qui lui est arrivé, je ne peux évidemment que déplorer ce type de décision. Je ne sais pas ce qu'on lui reproche, je ne sais pas pourquoi on lui a interdit de mettre le pied sur le territoire français. Je dis, j'ignore ce cas, donc je ne peux vraiment pas en parler malheureusement. Mais vous me transmettrez les informations et je vais m'enseigner évidemment. Elle a à peu près le même franc-parler que vous, c'est tout. Elle dit la Alors, c'est vérité. possible, oui, 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 oui. Tout simplement. J'ai Ouais, c'est essayé de très la bien, mais suivre, de l'écouter aussi. Donc, elle essaye d'éveiller ses compatriotes africains et ses compatriotes suisses, puisque je vous avais dit, elle était half-half. ouais. Vous faites une très belle transition pour mon prochain invité, que je vais introduire en 2 mots. Il s'appelle Monsieur Ahmed Ben Saada, docteur Ahmed Ben Saada. Il est chercheur, il est algéro-canadien. Il a fait un travail scientifique de titan, justement pour démasquer les fausses révolutions colorées. J'espère l'avoir prochainement. Ce que je voulais ajouter, on a à peu près un peu plus d'1 heure pour cette deuxième partie. Vous pouvez revenir quand vous voulez. Et ce que j'ai envie de dire, c'est, s'il vous plaît, lisez du Métan. C'est un plaisir à siroter, à déguster sans modération. Je rappelle ces 3 livres, donc La tyrannie du bien, Dictionnaire de la pensée incorrecte, Russie-Occident, une guerre de 1000 ans, la russophobie de Charlemagne à la crise ukrainienne, et enfin Le continent perdu, plaidoyer pour une Europe démocratique et souveraine. Vous avez écrit beaucoup d'autres livres qui parfois ne concernent que la Suisse. La Suisse, ce petit grand pays qu'on aime tant parce qu'il était neutre, on espère qu'il revient à sa neutralité très bientôt. Euh, Monsieur Metton, vous êtes libre. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de dire et que moi, maladroitement, je n'ai pas su vous le faire dire? Allez-y et on va Merci. conclure. Merci beaucoup. Non, je n'ai rien à ajouter pour le moment. Je tiens d'abord à vous remercier. Effectivement, tous ces livres, les 3 livres que vous avez cités, ont été publiés par les éditions des Syrtes, qui se trouvent à Genève et à Paris. La russophobie est actuellement épuisée. On est en train de le rééditer, donc le livre en français. Il sera réédité en chinois et en russe au mois de janvier, donc d'ici un mois. Il a paru dans 7 pays, hein, en Italie, en Suède, en Serbie, aux États-Unis, oui, j'oublie quand même un des principaux pays, donc qui est publié aux États-Unis aussi, de même que le livre sur l'Europe, donc Le continent perdu, qui est apparu aux États-Unis et qu'un autre titre, en anglais, c'est Europe's Existential Dilemma, le dilemme existentiel de l'Europe, qui va apparaître en Suède aussi au mois de janvier, à la rentrée de janvier. Donc voilà, autrement, effectivement, comme vous l'avez dit, publier beaucoup de livres sur la Suisse, parce que je fais beaucoup de marches, notamment dans les Alpes suisses, et c'est un peu c'est des réflexions sur la marche dans la montagne, avec des réflexions plus personnelles. C'est un autre type d'ouvrage. Voilà, mais en tout cas, je tiens à remercier l'Immersive
pour ces entretiens. C'est un vrai plaisir. J'espère aussi que nos auditeurs auront eu la patience de nous suivre jusqu'au bout. Mais en tout cas, merci aussi à eux et à l'Immersive et à tous les auditeurs qui nous écoutent. Je souhaite une excellente année 2023, en tout cas l'année 2023 moins riche en surprises désagréables que ne le fut 2022. Donc à toutes et à tous, encore meilleurs vœux. Meilleurs vœux à vous et merci vraiment, sincèrement. J'ai été ravie, heureuse de vous recevoir. Et comme je dis toujours, la plateforme, l'immersive, est ouverte à tous. On y entre sans frapper, sans visa. Revenez quand vous voulez, monsieur Guy Mettan. Et bon courage pour les élections. On va vous suivre. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.